Donc là, on est sur la stratégie. Pourquoi Amazon a-t-il acheté MGM? Donc ça, c'est quelque chose, on va faire vraiment un focus sur de la stratégie d'entreprise et surtout sur la différence entre la stratégie que vous aviez au XXe siècle et la stratégie que vous avez au XXIe siècle, amenée par le fait que avec Internet, la création de valeur est plus rapide, la destruction de valeur est aussi plus rapide, ce genre de choses, mais on va travailler là-dessus. D'accord? Donc en 2020, Amazon rachète MGM pour 7,8 milliards de dollars. D'accord? Et beaucoup vous disent que c'est beaucoup, que c'est même trop par rapport à ce que MGM vaut. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que là, Amazon nous montre un peu une stratégie qui est celle que a dépeint Disney avec LucasArts. D'accord? Et on va comprendre pourquoi est-ce que c'est une stratégie qui est intéressante. Donc si on reprend l'histoire, on va voir que Amazon fait ça depuis un certain temps. Amazon a racheté Whole Foods, d'accord, qui est un centre, qui est un carrefour. Enfin, c'est pas tout à fait carrefour chez nous, ça correspondrait plutôt à Naturalia ou ce genre de chaîne un peu premium. La stratégie que Amazon avait vendue au marché, c'était quoi? C'était de se dire, on va faire de plus en plus de Whole Foods, un peu partout aux États-Unis, on va baisser les prix et on va faire venir plus de monde. Le marché a dit, et quand vous regardez certaines analyses sur Whole Foods, Amazon s'est planté. Pourquoi? Parce que la croissance de Whole Foods, elle est très faible. En gros, la croissance de Whole Foods, elle est de 5% par an, et c'est moins que quand ils l'ont acheté à l'époque. Mais pourquoi est-ce que juste se limiter à cette fonction de croissance, c'est quelque chose qui ne vous montre pas le coût qu'a fait Amazon? Parce qu'effectivement, Whole Foods, ça croît de 5% par an, mais ils ont baissé leur tarif de 10%. Donc ça veut dire qu'en réalité, le nombre de produits vendus, il croît de manière beaucoup plus importante que 5% par an. Donc déjà ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et quand Amazon a acheté Whole Foods, ils ont été clairs. Notre but, c'est d'amener petit à petit la chaîne Whole Foods qui était avec un premium de 40% par rapport à Kroger, à Ahold Delhaize, ce genre de choses, ce genre de chaîne. Et ils nous disaient, le but, c'est de ramener, de revenir dans ces tarifs-là. Donc ils ont baissé entre 10 et 15% les tarifs, donc ils ont fait une partie du chemin. Mais il leur reste une grosse partie du chemin à faire. Et pourtant, ils ont réussi à faire monter le chiffre d'affaires de 5%. Donc ça veut dire qu'ils ont, ils ont un nombre de clients qui est très très important. Mais surtout, ce que les gens oublient de valoriser quand on parle du rachat de Whole Foods, c'est tout ce qui s'est passé à côté. Donc le rachat de Whole Foods a eu lieu en 2017. La croissance d'Amazon Fresh, qui était déjà bien installée aux États-Unis depuis en 2017-2018, elle a été de 300% depuis, en moyenne. Donc ça veut dire que vous avez une capacité, et Amazon l'explique, ils expliquent que sans Whole Foods, ils n'auraient pas pu répondre à cette croissance-là. Parce qu'en fait, ils n'auraient pas été capables d'avoir les relais locaux pour répondre à cette croissance et d'avoir les partenaires pour répondre à cette croissance. Donc il aurait fallu qu'ils se mettent avec d'autres personnes. En France, ils se sont mis avec Monoprix, si vous voulez. Et pourquoi est-ce que Amazon s'est lié à Monoprix? Parce que quand vous rentrez dans un système où vous avez besoin de quelque chose qui est frais, donc qui est toujours prêt au bon moment, à la bonne heure et tout, il vous faut un maillage territorial important. C'est-à-dire vous pouvez pas juste avoir un grand entrepôt et faire venir les choses en camionnette. Ça marche pas. Parce que ça arrive, c'est pas frais. Ou alors il faut venir avec des camionnettes qui sont réfrigérées. Il faut faire un peu comme les acteurs de la livraison de plats surgelés, tout par gel et tout ça. Et en fait, vous avez un problème, c'est que le coût de transport est très très important dans ces cas-là. Et en fait, il faut que vous ayez des paniers moyens qui soient très très hauts pour être rentables. Et en plus, vous avez un problème de livraison. C'est-à-dire que comme Amazon veut travailler sur sa base de clients Prime et les faire dépenser le plus possible sur une diversité de produits la plus large possible pour les rendre captifs de cette offre Prime qui va gérer toute leur vie, et ben en fait, si vous êtes sur une technique comme tout par gel, vous allez avoir des créneaux de livraison qui sont très très réduits sur les heures de 8h à 18h, et donc en fait vous allez avoir plein de gens qui vont jamais trouver le bon créneau pour venir. Alors que là, avec Amazon Fresh, vous avez des créneaux qui sont très très étendus parce que ça correspond au créneau des magasins Whole Foods.
Au même titre que avec les créneaux de Monoprix, ils sont très étendus sur Amazon parce que ça correspond aux créneaux de Monoprix. Et vous pourriez pas avoir ces créneaux-là sur une livraison par camion frigorifique, ce genre de choses, ça serait beaucoup plus complexe. Et ça serait un autre type de coût qui serait différent. Et quand vous regardez à peu près toutes les nouvelles applications Gorillaz et tout ça qui sont installées sur le marché, qui sont des applications qui vous livrent jusqu'à minuit vos courses, bah en fait le problème de ces applications là, c'est que il faut un panier moyen assez élevé et il faut que les dark markets, donc c'est comme les dark kitchen, hein, c'est-à-dire que c'est des petits entrepôts qu'on va mettre dans la ville, soient toujours tout le temps utilisés. Et en fait c'est très difficile d'avoir une utilisation à 100% de votre dark market. Beaucoup de gens qui sont dans ce secteur se rendent compte que c'est plus facile de détenir un magasin qui a une certaine taille et donc qui a un coût au mètre carré qui est un peu moins élevé, et de faire en sorte que ce magasin il soit utilisé comme magasin plus comme dark market en même temps et qui crée de la valeur comme ça, que juste de créer un tout petit entrepôt avec un dark market. Parce que si vous créez un tout petit entrepôt, en fait votre pool de produits va être très réduit, et dès que le client va pas trouver ce qu'il veut, en fait il va pas acheter. Donc vous êtes obligé de faire tout le temps des ajouts de produits et en enlever et puis en amener d'un point A à un point B pour compléter des commandes, et ça a un coût excessivement important. Donc ça c'est quelque chose que Amazon avait compris en avance comparativement à toutes les applications qu'on découvre maintenant, parce que si vous prenez Gorillaz et tout, vous avez de plus en plus des problématiques de la commande, il y a 20 produits, il y a 19 produits qui sont disponibles chez Gorillaz, et puis il y en a un, il est disponible dans un autre entrepôt de Gorillaz. Et donc il faut faire deux livraisons, de l'entrepôt A à l'entrepôt B, puis de l'entrepôt B au client. Et ça a un coût, hein. Ça a un coût très important. Vous avez un autre coût qui est très important, c'est que envoyer un colis, ça a un coût, mais le reprendre, ça a un coût qui est 6 fois plus élevé que de l'envoyer. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Si vous êtes Amazon avant, quand vous deviez renvoyer un colis, avant qu'ils rachètent Whole Foods, il y avait peu de points de contact avec Amazon, donc ça coûtait très cher à Amazon de faire revenir des colis. Donc à chaque fois, ils disaient aux clients, gardez, on vous rembourse, c'est pas grave. Et quand c'était vraiment très cher et des colis intéressants, ou que Amazon avait un doute que le client fasse ça juste pour garder l'objet et être remboursé, il demandait qu'on renvoie le produit. Avec Whole Foods, c'est différent. Avec Whole Foods, vous pouvez directement avoir un point de contact qui permet à Amazon de récupérer beaucoup plus de colis qu'avant. Le nombre de colis récupérés par Amazon aux États-Unis, il a été multiplié par plus de 4 en 3 ans. C'est énorme. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est apporté par la stratégie d'acquisition de Whole Foods. Vous ne le voyez pas dans le chiffre d'affaires, vous ne le voyez pas là-dedans, mais dans la rentabilité de la société, dans la satisfaction du client et tout, vous allez le voir. Et c'est des choses qui ont un coût et qui ont une rentabilité à plus long terme. Donc ça, c'est très important. C'est des choses que, si vous regardez juste des chiffres, vous n'allez pas comprendre. D'accord ? Vous avez autre chose aussi, c'est que du coup, les Whole Foods, qui sont des petits Whole Foods, comme j'ai mis là, ça permet d'avoir un point de contact avec Amazon. Mais les grands Whole Foods, c'est-à-dire les grands Carrefour et tout, ce qui s'est passé, c'est que Amazon a pris tout le côté entrepôt de ces Whole Foods, les a automatisés derrière, pour faire en sorte que ça aille le plus vite possible, et surtout, il a envoyé tous les produits Amazon qui sont souvent commandés dans la région. Et ça lui a fait un entrepôt en plus. Mais au lieu d'avoir un grand entrepôt, comme avant, dans une région, avec un seul grand entrepôt, ils ont un grand entrepôt dans une région, plus tous les grands supermarchés Whole Foods. Et ils vont, au niveau local, réduire leur distance avec ça. Alors là, vous avez un besoin de travailler de l'informatique. Pourquoi ? Parce que c'est de l'intelligence artificielle qui va décider quel produit on envoie dans quel Whole Food, par rapport à la population locale, ce genre de choses, ce que les gens commandent. Donc c'est vraiment très intéressant ce que Amazon a fait avec Whole Foods. Et ça vous montre que la création de valeur pour Amazon, c'est pas tant la rentabilité que peut créer Whole Foods, mais c'est la rentabilité que crée Whole Foods dans l'univers total d'Amazon. Et ce qui est permis par Whole Foods dans l'univers total d'Amazon. Et là, par exemple, il y a quelque chose qui est intéressant. Si vous êtes client New Tech Insider, vous avez la chance de connaître le secteur des lockers, hein, qui est un secteur qui est très intéressant. Et bah, ce qui a permis aussi à Amazon d'être premier aux États-Unis sur les lockers, c'est quoi ? C'est Whole Foods. Parce que dans chaque Whole Foods, vous avez un locker Amazon. Et du coup, c'est beaucoup plus simple quand vous détenez
la localisation de poser un locker. Si vous ne détenez pas la localisation, il faut forcément que vous fassiez un partenariat avec la personne à côté, et donc forcément ça prend plus de temps. Donc tout ça c'est de l'optimisation qu'a fait Amazon, et c'est quelque chose de très très intéressant. On va voir, donc là vous avez le nombre de Woolfood, d'accord, donc ça a augmenté de 30%, un peu pas de manière considérable, donc ça vous montre aussi que Amazon n'est pas dans une course, comme on le dit, à balancer de l'argent n'importe comment. Quand ils font des achats, ils sont quand même raisonnés. Vous n'êtes pas sur des gens qui font, voilà, qui rêvent et qui veulent couvrir tout le pays. Parce que combien de fois je vois des titres de journaux avec Amazon veut vous livrer par drone chez Amazon et qui tournent un peu en ridicule Amazon en disant ils sont un peu fous. Et j'ai déjà vu des mecs de la grande distribution me dire Amazon, leur but c'est de vous livrer en drone, ils sont un peu fous. Ils sont pas fous, ils sont très très stratégiques, mais ils ont une vision à très très long terme. Et ça pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est ultra intéressant. Je vous l'explique souvent, mais je vous dis souvent que quand vous regardez un patron, ce que vous voulez, c'est qu'il ait la vision à 10-15 ans. S'il a que la vision à 6 mois, c'est pas intéressant. Vous n'allez pas gagner de l'argent, ou vous allez en gagner, mais de manière très faible. C'est pas ce qui va vous rendre riche. D'accord? Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette histoire de Woolfood, qui permet donc à Amazon d'avoir un peu plus d'entrepôts, d'avoir aussi une chaîne de camions qui est plus utilisée parce qu'ils ont leur propre camion maintenant, ça leur a permis de détruire un partenaire. C'est-à-dire qu'avant, ce qui a permis à Amazon d'être Amazon, c'est des gens comme FedEx. Et vous le voyez, hein. Vous prenez le stock de FedEx, il a explosé sur 20 ans. Pourquoi? Parce que Amazon a explosé et qu'il fallait livrer les colis Amazon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour Amazon, si vous prenez une manière de livrer les colis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le mec qui produit le produit, l'entrepôt Amazon, la livraison entre le mec qui produit et l'entrepôt Amazon, vous avez le client final et la livraison entre l'entrepôt Amazon et le client final. La livraison entre le mec qui produit le produit et Amazon, et l'entrepôt Amazon, c'est quelque chose qui passe par des bateaux, par des avions et tout. Ça a un coût excessivement cher, c'est complexe. Il y a une concurrence assez importante et il y a des problématiques de stock qui sont très très complexes. Donc Amazon, ils ne se sont pas lancés là-dedans au début. Mais ce qu'ils ont vu, c'est que par contre, pour avoir une meilleure relation avec le client, et c'est comme ça qu'ils le vendaient quand ils sont installés avec leur camion et tout, c'est pour pas avoir le problème de la relation client et d'être dépendant de FedEx, c'est cette livraison de l'entrepôt Amazon vers le client final, on va l'internaliser. Et le moment où ils ont vraiment commencé à l'internaliser, ça a suivi l'acquisition de Woolfood, qui leur a permis d'avoir une vraie puissance locale aux États-Unis. Et ça part, en gros, en 2000. L'idée d'Amazon part en 2015. La vraie stratégie et le moment où on voit la prise de part de marché aux États-Unis sur la livraison d'Amazon, c'est à partir de 2016-2017. Et vous voyez, 2016-2017, c'est le moment où le cours de FedEx explose à la baisse. Alors vous avez une diminution de plus de 50%. Et le seul rebond qu'il y a, c'est à cause du Covid, parce que vous avez beaucoup de colis à livrer. Donc là, en fait, vous voyez qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en faisant le rachat de Woolfood, Amazon a pu prendre de la part de marché sur le secteur de la livraison et a pu mettre en difficulté un de ses anciens partenaires qui était devenu un concurrent. Et ça, c'est très très intéressant en stratégie. D'accord ? Parce que ça veut dire que si vous mettez en difficulté quelqu'un comme FedEx, bah en fait, tous ceux qui passent, qui sont des petits e-commerçants et qui vont passer par FedEx, bah FedEx a moins de capacité à innover, parce qu'il a moins de cash, et donc forcément, au niveau de sa capacité à livrer efficacement les clients, à les livrer rapidement et tout, bah, vous allez avoir plus de mal. Alors qu'Amazon, ils vont avoir plus de parts de marché, plus de sous, et ils vont entre guillemets avoir un truc qui va cumuler comme ça, et qui va leur permettre d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres de l'e-commerce. Donc en fait, en ayant fait ce rachat de Woolfood, ça leur donne en finale, après toutes les étapes, un avantage concurrentiel contre d'autres sites e-commerce qui ne détiennent pas de magasins en physique. Et la chaîne qui se met en place stratégiquement et qui va créer de la valeur, elle est colossale. Et ça, il faut la comprendre bien en amont. Parce que vous voyez, vous avez une histoire qui se passe en 2017, ça fait une réaction sur FedEx assez rapidement, FedEx remonte, et si on prend Amazon maintenant, le moment où ça va commencer à rapporter de l'argent, la livraison dans Amazon, et où le développement de Woolfood va commencer à rentrer dans une phase un peu plus importante, où ils vont peut-être internationaliser la chaîne et tout, ça va être
2022, 2023, plutôt 2023-2024. Donc vous avez fait un achat en 2017 et le moment où vous allez le voir prendre de la puissance vraiment dans les comptes, ça va être 2023-2024. C'est vous dire la stratégie qui se met en place et pourquoi vous avez besoin de la comprendre. Donc voilà.